Quand on pense à la Thaïlande, on imagine souvent les plages, les temples, les sourires, le folklore, la nourriture, mais ce que peu de gens savent, c'est le conflit très ancien qui existe entre la Thaïlande et le Cambodge. Et il ne s'agit pas juste d'un désaccord de frontières, mais d'un héritage colonial, de guerre et de fierté nationale. Je vais t'expliquer pourquoi le Cambodge a longtemps été sous contrôle thaïlandais, comment les colonisateurs européens ont redessiné les cartes à leur avantage et pourquoi le temple de Preavihear, j'espère que je le prononce bien, désolé, est devenu le symbole d'un conflit encore sensible aujourd'hui. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande, précisément à Loïne, et sur cette chaîne, je te partage tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande, les bons plans, l'histoire, plein de choses, pertinentes sur la Thaïlande. Je te laisse un lien en dessous de la vidéo sur un guide que je te partage gratuitement, hein, sur Hue In. Voilà, si cette ville t'intéresse de venir voir. Voilà, je laisse plein de bons plans, où manger, où se loger, à quel endroit il faut aller voir et voilà, je te le laisse en dessous gratuitement. Tu as plus qu'à télécharger le lien. Pense à faire un petit like et à t'abonner à la chaîne. Au XVe siècle, le royaume de l'Ayutthaya, ancien royaume thaï, a conquis une partie du Cambodge. Pendant des siècles, la Thaïlande et le Cambodge ont eu des zones d'influence partagées, notamment dans les provinces de l'est de la Thaïlande actuelle, Surin et Buriram, où vivent encore de nombreux Khmers. En 1863, le Cambodge devient un protectorat français sous Napoléon III. Et là, je reviendrai plus tard en t'expliquant pourquoi la France est arrivée en Cambodge. À partir de là, la France reprend les territoires cambodgiens contrôlés par le Siam, donc la Thaïlande, le territoire d'Ayutthaya, avec plusieurs traités signés entre 1904 et 1907. La Thaïlande perd alors plusieurs provinces, notamment Battambang, Siem Reap, qui seront annexées par la France au Cambodge. Ce qu'il faut savoir, à cette époque, la France était en compétition avec la Grande-Bretagne pour l'influence en Asie du Sud-Est. Plutôt que de viser une colonisation directe de la Thaïlande, la France a cherché à y établir une présence par la diplomatie et le commerce, tout en consolidant son emprise sur les territoires voisins comme le Cambodge et le Laos. La Thaïlande, à l'époque, était un royaume indépendant qui jouait habilement de la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne pour préserver son indépendance. La France, consciente de cette situation, a préféré ne pas s'engager dans une conquête directe qui aurait pu déclencher une relation plus forte des Britanniques et des Thaïlandais eux-mêmes. Les ambitions de la France en Indochine portaient davantage sur le contrôle des routes commerciales et l'accès des ressources naturelles de la région plutôt que sur la colonisation de la Thaïlande en tant que telle. Le Cambodge, par exemple, était une cible plus importante pour la France et plus facile car elle était considérée comme plus vulnérable et plus facilement intégrable à son emprise coloniale. La France a cherché à établir des relations commerciales avec la Thaïlande, notamment dans les signatures de traités commerciaux. Ces accords visaient à ouvrir le marché thaïlandais aux produits français et à garantir la protection des intérêts français dans le pays, sans pour autant impliquer une domination politique. En résumé, Napoléon III a plutôt misé sur une stratégie d'influence diplomatique et commerciale en Thaïlande, tout en évitant une colonisation directe qui aurait pu être plus risquée et moins profitable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si aussi la Thaïlande a gardé son indépendance, c'est le fruit d'une diplomatie brillante et d'une modernisation menée par les deux rois visionnaires qui étaient là à l'époque. Donc c'est Rama IV et son fils Rama V. Je ne dis pas les noms parce qu'ils sont très difficiles à prononcer, donc je ne vais pas les écorcher. Ils ont vite compris qu'ils étaient coincés entre deux empires rivaux, les Britanniques à l'ouest et les Français donc à l'est. Plutôt que de choisir un camp ou de se lancer dans une guerre perdue d'avance, ils ont joué les équilibristes. Ils ont dû céder les territoires sur les bords du royaume pour sauver le cœur du pays, tout en modernisant à toute vitesse l'administration, l'armée, l'éducation sur le modèle économique occidental. Ils ont appris l'anglais, engagé des conseillers européens, ils ont prouvé au monde qu'ils n'étaient pas une nation primitive à conquérir, mais un État moderne et structuré. Cette indépendance sauvée de justesse est une immense fierté nationale en Thaïlande. Ça a forgé la mentalité du pays, son rapport au monde et sa confiance en lui. Quand vous voyez le respect quasi divin pour la monarchie, n'oubliez pas que ce n'est pas juste un folklore, c'est aussi la reconnaissance d'une lignée de rois qui ont littéralement sauvé l'âme et
la souveraineté de leur nation. Donc ce temple qui a été inscrit à l'UNESCO en 2008, la Thaïlande a considéré cela comme une atteinte à sa souveraineté, car le dossier déposé par le Cambodge couvrait aussi la zone de contestée. Cela a provoqué des affrontements militaires entre 2008 et 2011, avec des morts des deux côtés et des milliers de civils partagés. Le temple est ainsi devenu un symbole de fierté nationale pour les deux peuples et en 2013, la CIJ a clarifié sa décision de 1962. Le Cambodge a la souveraineté sur le temple et sur le plateau aux alentours, demandant le retrait des troupes thaïlandaises. Même si les tensions se sont apaisées à cette époque-là, le site reste hautement sensible sur le plan politique et militaire. Le temple représente à la fois un patrimoine partagé et un point de friction identitaire entre les deux nations. Le Cambodge a été contre-thaïlandais, euh, donc anciennement sous le royaume de Siam, en raison de sa faiblesse politique et à certaines périodes de son histoire, notamment après la chute de l'Empire Khmer, combinée à la montée en puissance de ses voisins plus forts, donc la Thaïlande et le Vietnam. Donc oui, pendant le déclin de l'Empire Khmer, donc c'est du XIVe siècle au XVe siècle, l'Empire Khmer et sa capitale à Angkor dominent la région du 9e au 14e siècle. À partir du 14e siècle, l'Empire décline en raison de pressions extérieures, Thaïlande, Vietnam. Il y a aussi des guerres internes et des problèmes environnementaux. Et en 1431, les troupes du royaume d'Ayutthaya s'emparent d'Angkor, forçant les Khmers à déplacer leur capitale plus au sud. Le Cambodge se trouve pris entre deux étaux, entre donc la Thaïlande et le Vietnam. Pendant plusieurs siècles, le Cambodge est vassalisé alternativement par l'un ou par l'autre. Il doit payer des tributs, subit des influences culturelles et politiques fortes. Il est parfois occupé militairement ou placé sous protectorat. Et à partir de la fin donc alors là on est 18e siècle, les deux puissances interviennent directement dans la politique intérieure cambodgienne. Et donc le roi du Cambodge est parfois choisi ou imposé par l'un et par l'autre. Le territoire est même partagé en zone d'influence entre les deux puissances. Mais en 1863, le roi de l'époque, qui s'appelle Norodom Ier, cherchant à échapper à l'ingérence thaïlandaise et vietnamienne, signe un traité de protectorat avec la France et le Cambodge devient alors partie de l'Union indochinoise française, mettant fin à la domination du Siam. Et donc, en résumé, le Cambodge a été contre-thaïlandais pendant plusieurs siècles à cause de son affaiblissement et après la chute d'Angkor, ce qui a permis au Siam de l'influencer, de l'occuper. Ce contrôle a pris fin avec l'établissement du protectorat français en 1863. Donc, suite au conflit qui était présent depuis plusieurs semaines, le 28 juillet 2025, un accord de cessez-le-feu inconditionnel a été signé la veille en Malaisie par les deux premiers ministres de leurs pays respectifs. Donc voilà, maintenant que vous en savez plus sur les raisons des conflits existants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, faire un petit like aussi à cette vidéo et pensez aussi que je vous laisse en dessous de la vidéo mon lien sur le guide urine gratuitement et je vous laisse aussi en dessous de cette vidéo plein de liens pertinents. Voilà, si vous venez en Thaïlande, il y a plein de liens qui peuvent vous être utiles, même ne serait-ce que si vous voulez faire le visa, si vous êtes, voilà, vous savez pas, vous êtes paniqué de savoir réellement ce qu'il faut pour faire un visa. Voilà, je vous laisse le visa Thaïlande aussi, vous allez voir, eux, ils vous expliquent tout ce qu'il faut. Et voilà, vous ne serez plus embêté à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.